Un livre tellement vite que je me suis demandé si j'avais lu des mots ou bien j'étais devenue Avatar, le dernier maître de l'air. Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo. Bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Besma. Et aujourd'hui on va parler de Lexstone. Mais avant de commencer la vidéo, dans la description vous aurez un lien qui vous dirigera vers des cagnottes palestiniennes. Si vous avez 1 euro, 2 euros ou même si vous n'avez pas d'argent, partagez, parlez. Ne pensez pas que le manque d'argent vous empêche d'agir. Disclaimer, cette vidéo n'est ni pour l'auteur, les amis de l'auteur ou les fans de Lexstone ou de Sarah Rivens. Si les revues où il y a des blagues ou de l'humour noir ne vous intéressent pas, alors je vous conseille de passer cette vidéo. Et laisser les auteurs tranquilles. Cette vidéo ne devait absolument pas se passer comme ça. Au début, je voulais faire un résumé chapitre par chapitre, comme ça vous permettrait à vous d'avoir une revue assez précise de ce qui est présent entre ces pages. Mais en commençant le processus d'écrire cette vidéo, je me suis rendu compte d'une chose. C'est toujours la même chose. 800 pages, 54 chapitres, et j'inclus le prologue et l'épilogue avec. Pour un livre où même le vent est plus consistant, c'est aberrant. J'en ai vu des livres où ça tournait en rond, mais là... je suis choquée. Vous voyez les serpents qu'il y a sur la cover de Lexstone? Bah ça veut simplement dire qu'en fait ça tourne tellement en rond, le serpent qui mange sa queue là. Laissez-moi vous lire le résumé et après on va rentrer dans les détails de pourquoi ce livre c'est vraiment juste du vent. Dans la tranquillité trompeuse de la ville des Wings aux États-Unis, Iris, confinée à la bibliothèque et plongée dans ses révisions, on l'a pas vu réviser. À des kilomètres de là, un mercenaire affronte le froid tranchant de la nuit aussi glacial que le cadavre qu'il vient d'enterrer. Un mercenaire affronte le froid tranchant de la nuit aussi glacial que le cadavre qu'il vient d'enterrer. Ils n'ont rien en commun. Pourtant, tous deux ont le même objectif, amasser assez d'argent. Iris, pour payer ses frais de scolarité à l'université, chose qu'on va oublier très rapidement. Le mercenaire, pour mener à bien sa mission. Mission dont elle est la cible. Tintintin. Désormais, son existence est liée à celle de cet homme. Connexion qui éveille en lui curiosité et désir. Arrachée à la vie qu'elle a toujours connue, la jeune étudiante se retrouve à la merci du mercenaire dont l'impulsivité a forgé la réputation. Celui qui a été façonné pour tuer. Celui qu'on appelait Lexstone. On aurait pu avoir un bon livre. Deux opposés qui s'attirent, un même objectif, ils finissent dans la même situation due au destin. J'aime bien, même si c'était sur 800 pages, j'aurais pu aimer. Mais il faut quelque chose qui se passe. Commençons par un court résumé sur les 13 premiers chapitres. Dans le prologue, on a des phrases d'ambiance. J'aurais dû tuer ta mère pour que tu naisses jamais, gamin. Il n'avait que 6 ans. Ton père est parti, à cause de toi. Je suis la seule qui reste. Ne me force pas à partir moi aussi. Elle en avait que 10. Anyways. Puis sur les chapitres suivants, on en apprend un peu plus sur Iris, sur sa demi-sœur, la dynamique avec sa mère et ses daddy issues. Retenez bien, ça va être quelque chose de très redondant dans le livre. Une boucle temporelle, le bail. Elle a de l'anxiété, elle a les yeux verrons, elle est traumatisée des cuillères parce que quand elle était petite, on voulait lui arracher ses yeux avec une cuillère. Les mains en l'air! Il a une cuillère! Elle parle de vendre des photos de ses pieds sur Etsy, comme ça elle peut payer ses frais d'université. Iris quoi. Pour ce qui est de Kay, il est grand, il est beau, il est ténébreux et il est dangereux. Ah oui, et il est nonchalant. C'est littéralement tout ce qu'on sait de lui pendant 13 chapitres. Il apparaît, il dit quelques mots, parfois rien du tout, et il repart. 13 chapitres. C'est un teasing tellement long, je me demandais si on allait vraiment savoir c'était qui Kay Lexstone. L'intrigue, pendant ce temps-là, Iris croise un motard qui est louche, elle appelle sa meilleure amie pour se rassurer, elle utilise même leur code secret. Quel est ton chiffre préféré? Elle veut travailler dans une boîte pour gagner de l'argent même si sa meilleure amie lui dit que c'est dangereux. Elle recroise le motard louche. Elle appelle son père, pas de réponse, daddy issues. Elle appelle sa mère la déteste, mommy issues. Elle va finalement travailler au box, elle croise Kai, elle le trouve hot, et le motard louche en question lui redonne son collier qu'elle a soi-disant perdu. Un bout random. Et enfin, au chapitre 13, on y arrive, le kidnapping. Finally. 13 chapitres pour que l'intrigue avance, pour qu'on ait quelque chose d'intéressant. À ce moment-là, j'ai su que le livre allait être extrêmement vite. 20% du livre pour que l'intrigue se mette en marche. C'est énorme. Si vous pensiez que 20% c'était énorme pour commencer l'intrigue, à partir de ce moment-là, pendant une majeure partie du livre, c'est extrêmement répétitif. M'a vidé de mon énergie à plusieurs reprises. Si la vidéo a pris autant de temps à sortir, c'est parce que à chaque fois je lisais ce livre pour prendre des notes, à chaque fois j'arrivais au même constat qu'il n'y avait littéralement rien à dire sur ce livre parce qu'il est vide. C'est un trou noir le bail. Et ça aspire toute mon énergie, c'est tout ce que ça fait. Mais avant qu'on parle de la boucle infinie entre le chapitre 13 et le chapitre 44, on va parler des problèmes structurels qui apparaissent dès la page 1. L'anxiété à géométrie variable. Iris est censée avoir de l'anxiété. Parfois elle est bien décrite, même si j'ai l'impression que les troubles chez Sarah Rivens, c'est jamais de façon tempérée. C'est toujours dans les extrêmes. C'est soit c'est vide, soit c'est à fond de balle. Et même la plupart du temps, c'est tellement mal écrit, mal fait, mal présenté. Mais je trouve que là, l'anxiété est certes extrême, mais
elle est bien faite à certains moments. C'est censé être son trait de personnalité principal. Et le livre nous le rappelle très souvent. Ce qui en soi n'est pas un problème. Quand c'est bien écrit, ça peut être fort et ça peut être intéressant. Sauf que là, c'est pas le cas. Ici, l'anxiété d'Iris fonctionne dans un système bien précis. Quand c'est pour parler à un barman et lui demander quelque chose, là, elle a de l'anxiété et d'un coup, waouh, anxiété pro max. Quand elle est dans la boîte de nuit, elle a de l'anxiété. Quand elle est seule à une station d'essence, elle a de l'anxiété. Maintenant, ce qui est fascinant, ce même motard, qui est Jacob d'ailleurs, l'ami de Kay, la retrouve au box et lui sort son collier et lui dit « Tiens, c'est à toi ton collier, je l'ai trouvé. » Zéro anxiété, pas de panique, rien du tout. Pourquoi ? Parce qu'il y a Kay. C'est ça le cadre, où son anxiété disparaît. Dès que Kay apparaît, l'anxiété d'Iris disparaît. Tu peux pas me dire que quand elle parle à un inconnu, elle a de l'anxiété, mais quand l'inconnu il est hot, d'un coup il y a plus d'anxiété. Ah my bad. Ah, le fait qu'il soit beau, ça enlève toute l'anxiété du monde. L'anxiété d'Iris est simplement un accessoire et elle l'enlève quand Kay Lexton apparaît. Deuxième problème, les daddy et les mommy issues. Sans quoi le personnage d'Iris n'existerait pas. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a saoulé tout au long du livre. C'est qu'on a un personnage secondaire qui apparaît dans presque tous les chapitres. Il n'a presque pas de réplique et il n'a presque pas de présence physique. Le père d'Iris. Chapitre 3. Elle spamme son père en mode avion pour envoyer les messages. Daddy issues. Chapitre 4. Elle croise une fille avec son papa dans la rue. Daddy issues. Chapitre 4. Encore. Elle se rappelle que son père, Evan Simon, est riche et que c'est un gros rat. C'est vrai que j'avais écrit ça comme ça. Chapitre 4. Elle se rappelle que son père, Evan Simmons, est riche et c'est tellement un gros rat qu'il lui donne pas d'argent. Daddy issues. Chapitre 5. Son père. Toujours pas de réponse. Daddy issues. Chapitre 11. Elle remet son collier suspect avant d'avouer la vérité à Cody. Parce qu'elle arrive pas à enlever le collier. Parce que c'est la seule chose que son daron lui a donné. Daddy issues. Et les mommy issues aussi, faut pas oublier, parce que sa mère aussi, elle la déteste. J'ai jamais vu autant de répétitions pour dire « Regardez, mon daron, il m'aime pas. J'ai pas de daron, j'ai pas de daron, j'ai pas de daron. » Ma chérie, on a compris. T'as pas de daron, t'as pas de vie, t'as pas d'études, t'as rien. On est fatigué, en fait. Et je précise que les mommy issues sont aussi à chaque coin de page. Sa mère la déteste et refuse de l'aider financièrement. Tous ses problèmes avec ses parents, c'est systématiquement cité à partir du moment où elle se sent blessée. Quelqu'un lui tourne le dos, daddy et mommy issues. Quelqu'un l'ignore, daddy et mommy issues. Je ne dis pas que c'est pas des choses qui peuvent arriver. Je dis que dans ce livre, vu qu'il n'y a littéralement rien d'autre, ça fait juste d'elle un personnage qui est vide. Elle n'a pas de consistance. Son anxiété, elle est à géométrie variable. Elle a juste des momies et des daddy issues. Elle a pas de hobby. Elle a pas d'études, parce qu'elle se fait kidnapper d'ailleurs. Elle révise pas, chose qu'on nous a dit dans le résumé et qui n'est jamais arrivée jusqu'à présent. Problème numéro 3, le façonner pour tuer. Revenons au résumé. Celui qui a été façonné pour tuer. Voilà ce que Kay fait réellement dans le livre. Il dessine, ses propres tatouages aussi. Il ne sait pas faire son autre cravate. Ça, c'est quelque chose que je trouve très drôle. Il a sûrement assisté à des événements avant qu'Iris apparaisse dans sa vie. Jusqu'à aujourd'hui, il a jamais mis une cravate tout seul. À l'ère d'internet. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Il prend soin de l'hamster d'Iris, qui s'appelle Rufus, R.I.P. Rufus. Il fait attention à ce que la lumière soit rouge pour qu'on ne voit pas la couleur des yeux d'Iris. Il ne sait pas gérer ses émotions ni celles des autres. Iris doit lui expliquer. Bref, c'est simplement un gosse perdu qui n'a aucune notion du comportement humain et qui sait tirer avec une arme. Je vais être très honnête avec vous, je pense que Kay, en tant que personnage, est beaucoup mieux façonné qu'Iris. Il avait vraiment beaucoup plus de potentiel et de matière à exploiter. Mais pourtant, est-ce que ça a été fait ? Non. Le résumé nous vend un assassin, un mercenaire, quelqu'un qui est là pour les gens. On se retrouve avec un bisounours qui sait juste tirer une ou deux fois sur les autres. Problème numéro 4, le syndrome de Stockholm version bisounours. Chapitre 13, Iris est kidnappée. Là, vous vous dites enfin la dark romance promise, le conflit moral de tomber amoureuse de quelqu'un qui devait nous tuer de base. Voilà ce qui se passe réellement. Iris se réveille avec Jacob et Vernon. Kay arrive, met la lumière rouge, comme ça elle peut retirer ses lentilles parce qu'elle se sent assez safe avec lui. Et Kay lui avoue tout. Le kidnapping, le fait qu'il l'écoute depuis très longtemps grâce au collier qu'il lui a donné. Collier qu'elle a jamais voulu enlever d'ailleurs. Je comprends toujours pas à l'heure actuelle comment quelqu'un qui a de l'anxiété pro max n'ait pas retiré le collier. Le pire dans cette situation, c'est que sa demi-sœur lui a montré que son collier était encore chez sa mère. Mais tu portes encore le collier qu'un étranger t'a donné. Tout ça parce que tu penses que c'est celui que ton daron t'a donné. Bon, j'ai plus de place dans mon téléphone, du coup, on va devoir faire vite. Comment ça se fait que t'aies eu la preuve devant tes yeux que tu peux avoir un doute sur le collier que tu portes, de la balayer d'un revers de main parce que it's okay. Il promet qu'il la touchera pas, ni elle, ni ses amis. C'est un good guy.
Même si on lui a jamais appris à être un good guy, c'est un good guy. Et de là jusqu'au chapitre 44, soit 31 chapitres. Voilà la boucle dans laquelle on est enfermé. Kay est dangereux, mais il est hot. L'anxiété d'Iris disparaît. Trauma bonding, il dit quelque chose de blessant. Elle est dévastée. Jacob fait le médiateur. Et retour à la case départ. C'est le même chapitre 31 fois. Avec des décors différents. La maison, le box, un motel, un cambriolage, un gala. Mais la structure des chapitres reste identique. Pour un garçon, ça serait history. Et pour une fille, ça serait history. Mais une autre prononciation. Un garçon, history. Une fille, history. Et peu importe comment vous le lisez, e-book, paperback, hardback, version collector ou audiobook, vous finissez toujours par tomber dans la même boucle du néant intersidéral. C'est une torture. Problème numéro 5, c'est du Wattpad. Maintenant parlons un peu de l'écriture. Tout ce que vous venez de voir pourrait être passable si l'écriture suivait, mais c'est pas le cas. Le show and don't tell est inexistant. L'humour est gênant à souhait. Et les situations pour créer l'humour sont gênantes à souhait aussi. Du coup, les moments où c'est censé être gênant, comme le « je m'appelle Kay, mais tu peux m'appeler ce soir », ça devait être gênant, mais dans une piscine de médiocrité, tu peines à le voir comme tel, le fait que ce soit intentionnel. C'est censé être de l'humour, mais c'est simplement gênant. Ce sont des marqueurs précis des textes de Wattpad. En plus, rajoutons à ça la longueur interminable des tomes. Et aucun des éléments que j'ai mentionnés auparavant n'a assez de travail pour paraître comme une histoire un peu mal travaillée. On a pris l'histoire sur Wattpad, on a corrigé les quelques fautes, c'est carré. Pas besoin de peaufiner, pas besoin de réécrire, pas besoin de retravailler. On la garde comme ça. J'aurais coupé la moitié du livre, et encore je suis gentille, pour rendre ça plus dynamique, pour rendre ça plus intéressant, pour faire en sorte que les livres valent le coup, au vu du peu d'informations qu'on nous donne. Bon, admettons que vous ayez survécu la boucle. Vous arrivez au dernier chapitre, là où enfin quelque chose se passe. Stella trahit tout le monde, Iris se prend une balle, Kay est dévastée, ça cherche un médecin à fond de balle, bref, la tension est palpable et réelle. Pour la première fois depuis 700 pages. On va enfin avoir des réponses. Non. Laissez-moi vous faire une petite liste de toutes les questions auxquelles le livre ne répond pas. Le père de Kay, Alhan Lexstone. Son prénom est révélé au chapitre 52. On apprend enfin qui a structuré tout le background de Kay Lexstone. Et non seulement il est vivant, il était aussi le chef de l'organisation avant Mason. Et d'ailleurs, il va revenir dans 1 an et demi. Et il ne sait pas que son fils travaille aujourd'hui avec Mason. Cette révélation, qui est une très grosse révélation, arrive à la toute fin. Du coup, elle est instantanément balayée. C'est la même chose avec toutes les autres informations. Il y a des nouveaux challengers qui arrivent, ils sont wiped out instantanément. Les liens familiaux entre les personnages, balayés instantanément. Est-ce qu'on creuse un peu? Non. À quoi bon? On a écrit 800 pages de vide, pourquoi développer? Après, est-ce que je suis étonnée au vu des 12 premiers chapitres qui sont une introduction et qui ne servent absolument à rien? Non. La cure. Mason utilise une cure pour rendre docile Kay, on ne sait même pas pourquoi il l'utilise, on ne sait même pas ce que c'est, on ne sait même pas les effets que ça fait sur Kay, on ne sait pas si c'est une puce, on ne sait pas si c'est une drogue, on ne sait pas si c'est... On sait rien. 800 pages. La chambre à miroir d'ailleurs qui apparaît instantanément à la fin, elle aussi. Est-ce qu'on sait à quoi elle sert? Non. Est-ce qu'elle est liée à la cure? On sait pas. Qu'est-ce qu'il fait à l'intérieur de cette chambre et pourquoi il la garde autant privée? Pourquoi avoir des réponses? Ça n'a rien à voir, c'est du vent, du bluff. Poudre aux yeux, ça n'existe pas, ça n'a rien de réel, ça n'a aucune importance, c'est pas dans le tableau périodique des éléments. Vernon, le copain de Jacob, on apprend qu'il avait une femme et des enfants. Ils sont censés avoir une discussion sur le fait qu'il avait une femme et des enfants, et la discussion n'est jamais arrivée. Evan Simmons, le père d'Iris, a autant été absent dans les débuts du livre que dans la fin. Alors que c'est lui le responsable de la situation d'Iris actuellement. C'est lui qu'on est censé chercher. L'organisation, un réseau de mercenaires super secrets, super intenses qui ont leur propre loi, leur propre hiérarchie, leur propre fonctionnement. Au final, on les a vus 2 à 3 fois maximum et on sait autant qu'on en sait au début, c'est-à-dire rien. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Sur 800 pages, les derniers chapitres font avancer l'intrigue, mais à quoi sert de faire avancer une intrigue quand tu as lu 97% du livre? Je ne sais pas. Puis l'épilogue arrive, Kay a sauté, tout le monde pense mort, Iris est dans le goumin intense, elle a maigri, elle pleure, et elle s'accroche au seul collier qui la relie à Kay. Kay a disparu, mais il n'y a pas de corps. S'il n'y a pas de corps, il n'y a pas de mort. Et ensuite on a à suivre 800 pages. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête.
Maintenant, je vais prendre un peu de recul parce que je vais commencer à perdre mes cheveux et je vais finir en crise de panique avec tout ce livre. Kay cesse d'être une menace au bout du 13e chapitre. On est censé être dans une dark romance. Même s'il tue des gens de façon random, c'est pas impactant. Il est très adorable. Il n'y a pas vraiment de moment où tu te dis « Purée, ce mec est un vrai danger ». Ils n'ont aucun lien émotionnel avec le lecteur, ils n'ont aucun lien émotionnel avec les personnages dans le livre. Les meurtres qu'il commet n'ont en rien un impact dans le plot. Donc ça n'ajoute absolument rien. On nous dit qu'il est dangereux, mais on nous le montre pas. Dès qu'il avoue tout à Iris et qu'il fait des petites attentions, c'est bon, tout ce qui est censé le rendre dangereux et inaccessible, et en fait le boug il t'a quand même kidnappé, bah c'est parti. Ce qui reste, c'est une romance entre une meuf qui a des daddy et mommy issues et un boug qui a des traumas. C'est une romance trauma bonding at best. Et le problème c'est que le livre lui-même n'assume pas ce que Lexstone est réellement, un danger. Il essaye de maintenir cette façade avec les meurtres, l'organisation, les cambriolages, mais narrativement, Kay n'est absolument pas dangereux. Il protège Iris, il soigne Rufus, il fait attention, il lui met ses petites lumières, il est là pour être sûr qu'elle ne stresse pas trop. Donc n'est absolument pas un danger. Donc le façonner pour tuer, je l'attends encore. Et Iris, de l'autre côté, elle est juste là. Et là, serait-ce toi ? Serais-tu de retour ? Dans une boîte d'art romance, on peut avoir des archétypes différents. Soit on peut avoir la meuf qui est une plante verte, ce qui n'est absolument pas intéressant à lire. Soit on peut avoir la meuf qui ruse un peu, qui essaye de se tirer de là, qui essaye de trouver un moyen d'avoir plus de bénéfices dans sa situation. Parce que je suis désolée, mais le kidnapping de Lux Pro Max que Iris a, c'est une dinguerie quand même. Alors que le boug est censé être dangereux, je sais pas si on se souvient quand même. Normalement, la FMC est actrice de sa propre histoire, même si elle est en position de faiblesse. Parce que c'est quand même un personnage principal, il doit faire quelque chose. Iris, elle, les choix lui tombent dessus. Le kidnapping lui arrive, les révélations de son père lui tombent dessus. Elle oublie. Elle essaye une fois de s'échapper, mais c'est vite balayé. Vernon dit d'Iris qu'elle est censée être observatrice, mais pas une seule fois je l'ai vue observer quelque chose. Oh, ça n'a rien à voir, c'est du vent, du bluff. Poudre aux yeux, ça n'existe pas, ça n'a rien de réel, ça n'a aucune importance, c'est pas dans le tableau périodique des éléments. Elle a eu la preuve que son collier, il était chez sa daronne, elle a quand même gardé le collier, qu'elle a reçu d'un inconnu, qui lui paraissait louche. Le show and don't tell est inexistant ici. J'y reviens parce que je me suis pas assez plainte. On nous dit qu'Iris est intelligente, on nous dit qu'elle a de l'anxiété, on nous dit que Kay est dangereux, on nous dit que leur connexion est intense, mais on ne le montre presque jamais. Il n'y a que l'anxiété. Mais l'anxiété disparaît à partir du moment où elle devient un inconvénient pour la narration. L'intelligence d'Iris, inexistante, voire même n'influe même pas sur le plot. Le danger de Kay est constamment contrebalancé par ses bonnes actions et ses bienfaits auprès d'Iris et de ses amis. Et leur connexion, la fameuse alchimie, 800 pages. J'aime beaucoup 800 pages. J'ai lu des meilleures dark romances qui étaient beaucoup plus courtes que ça et il y avait beaucoup plus d'action et d'intensité. Il y a vraiment que des scènes de remplissage et de néant. Les sauts temporels constants, les scènes qui font pas avancer l'histoire, les monologues intérieurs, on n'en a rien à faire. Et que en fait elle trouve Kay Lexstone hot. Les répétitions de scènes entre Kay et Iris, non je peux plus. Ce n'est donc pas un livre trop long parce qu'il y en a trop à dire, c'est un livre trop long parce qu'on voulait garder la même longueur qu'il y avait sur Wattpad. I just love the taste of nothing. Ce livre coûte 20 balles pour de l'air. J'ai mal à la tête! J'ai mal à la tête! Je préfère sincèrement allumer ma télé et regarder Avatar le dernier maître de l'air. Je ne suis pas là pour dire que Sarah Ravens ne sait pas écrire. Elle sait écrire des émotions. Le lien entre Iris et Jacob, certains flashbacks qui étaient assez émouvants. Il y a des moments qui fonctionnent, qui montrent qu'il y a quelque chose à construire. Le problème, c'est que toutes ces scènes où tous ces moments où on pourrait avoir quelque chose sont noyés dans 800 pages de néant. Et on n'en tire rien de ces 800 pages. Concrètement, le livre n'a pas été retravaillé pour être une dark romance, mais c'est simplement une histoire Wattpad publiée. En tout cas, mes amours, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce que vous comptez lire Lexstone tout de même après cette vidéo? Est-ce que ma revue vous a suffi? Ou est-ce que si vous avez déjà lu Lexstone, vous partagez mon avis? Oui ou non? Si c'est non, dites-moi pourquoi. N'oubliez pas de like, commenter et vous abonner, et on se retrouve pour la prochaine vidéo, mes amours. Bye bye!